Yuya était un gros loser, moche et puceau, harcelé quotidiennement à l'école. Même ses propres parents le traitaient comme un moins que rien. Mais un jour, il ouvrit la porte de sa salle de bain qui menait à un autre monde. Là-bas, il a acquis des compétences de tricheur et son corps s'est transformé en un véritable gigachad. Il a ensuite commencé à charmer toutes les filles qu'il rencontrait, toutes voulant l'épouser et avoir des mini Yuya. Tout commence avec une fille harcelée par des gars et Yuya qui tente de la défendre. Mais au lieu de reculer, les hommes se moquent de Yuya, le traitant de gros lard moche, et finissent par le tabasser. Finalement, la police arrive et les agresseurs s'enfuient. La fille remercie Yuya d'être intervenue, mais il dit juste qu'il va bien et s'en va. On apprend que le grand-père de Yuya lui a toujours appris à être gentil et à aider les autres. Quand Yuya rentre chez lui, sa maison est couverte de graffitis méchants. Il s'avère que Yuya a été harcelé toute sa vie. Même ses propres parents ne le traitaient pas bien car contrairement à ses frères et sœurs plutôt beaux, Yuya était jugé laid. Le collège fut encore pire, il était constamment la cible de moqueries. La seule personne qui se souciait de lui était son grand-père qui lui répétait que la gentillesse mènerait au bonheur. Quand son grand-père est décédé, Yuya a hérité de sa maison et de ses économies. Ses parents ont tenté de contester le testament mais ont échoué, alors ils l'ont abandonné, laissant Yuya vivre seul et travailler à temps partiel pour survivre. Yuya est sur le point de finir le collège, mais son album de fin d'année est rempli de commentaires blessants. Alors qu'il part, ses harceleurs l'arrêtent et lui rappellent que même après l'obtention du diplôme, il restera leur souffre-douleur. Yuya essaie de partir, disant qu'il doit aller travailler, mais il le tabasse de quand même, tandis que son frère et sa sœur regardent de loin. Quand il arrive enfin à son travail, son patron, lassé de ses retards, le licencie. De retour chez lui, Yuya mange un triste repas et en se regardant dans le miroir, il craque et le brise. Frustré que rien ne semble changer, même après le diplôme, il frappe le mur de colère et à sa surprise, une pièce cachée est révélée. À l'intérieur, il trouve toutes sortes d'objets étranges qu'il suppose être des souvenirs de voyage de son grand-père. Il découvre une porte mystérieuse et quand il l'ouvre, elle mène à une nouvelle pièce des plus étranges. Yuya panique quand une notification apparaît de nulle part. En la lisant, il réalise que la porte mène à un autre monde. Il reçoit alors plein de notifications expliquant diverses fonctionnalités comme le stockage d'objets et le contrôle d'accès à la porte. Bien que confus, Yuya pense que c'est comme un jeu vidéo et vérifie ses deux stats, mais il est déçu de voir qu'elles sont toutes aussi laides que son visage. Il regarde autour de lui et réalise qu'il est vraiment dans un autre monde. Il trouve une note sur une table et bien qu'il ne puisse pas la lire au début, il acquiert soudainement une compétence linguistique qui l'aide à la comprendre. La note explique que la maison appartenait à un puissant sage qui l'a laissée à quiconque la trouverait avec tout ce qu'elle contient. La maison était protégée par la magie, seul le propriétaire peut y entrer. Yuya découvre un tas d'armes et en les examinant, il réalise qu'elles sont toutes incroyablement puissantes. Il sort s'entraîner avec une épée mais finit par tomber, bien qu'il parvienne à apprendre une compétence d'épée de base. Pensant que cela pourrait être utile, Yuya s'entraîne avec les armes et découvre que ce sont toutes des objets de haut niveau. Il acquiert plusieurs compétences mais ses statistiques restent au niveau 1 et il se demande comment monter de niveau. Il range les armes mais soudain un monstre apparaît. Yuya est terrifié mais il se souvient que la maison est protégée par la magie. Le monstre, un ogre sanglant de niveau 300, tente de briser la barrière mais échoue. Yuya décide de riposter et lance une lance qui transperce le monstre et le tue instantanément. La lance lui revient et le monstre disparaît, laissant derrière lui un tas d'objets. Le niveau de Yuya monte en flèche à 100 et il est choqué par ces nouvelles statistiques. Après avoir réparti tous ses points dans ses statistiques, Yuya décide d'arrêter pour la journée. En partant, il remarque une option pour encaisser qui convertit les objets obtenus du monstre en argent. Yuya était confus mais prend l'argent avec joie. Cette nuit-là, Yuya subit une transformation choquante. À son réveil, il réalise que son corps a complètement changé et ses vêtements ne lui vont plus. Confus et incertain de ce qui se passe, il se souvient que son miroir est toujours cassé, alors il cherche quelque chose à porter. Il trouve des vêtements magiques dans la maison du sage qui s'ajustent parfaitement à sa taille et offre divers avantages magiques. Alors qu'il se demande qui a bien pu être ce mystérieux sage, il décide d'explorer le jardin. Soudain, un monstre slim de niveau 200 l'attaque, mais cette fois Yuya reste calme, sort sa lance et vainc facilement la créature. Le monstre laisse tomber du slim café et un rare collier qui peut restaurer son pouvoir magique. Yuya monte encore de niveau, acquérant une nouvelle compétence qui lui permet de détecter la présence d'autrui. Le portant au niveau 150, il goûte le slime café et est surpris de voir à quel point c'est bon. Avec une partie de l'argent qu'il a gagné, il commande un nouvel uniforme pour le lycée. Il passe les jours suivants entièrement immergé dans l'autre monde, s'entraînant et apprenant tout ce qu'il peut. Il commence à s'amuser et oublie même à quel point il était déprimé auparavant.
Quand un gobelin d'élite attaque sa maison, Yuya, désormais bien plus fort et habile, le repousse avec facilité, utilisant un mouvement spécial pour le vaincre. Le temps passe vite et bientôt c'est le premier jour du lycée. Quand Yuya arrive, tout le monde est immédiatement attiré par lui grâce à son nouveau look et même ses frères et sœurs sont stupéfaits. En classe, ses anciens harceleurs l'approchent mais ils ne le reconnaissent pas et supposent que c'est un nouvel élève. Quand Yuya leur dit qui il est, tout le monde est choqué et n'y croit pas. Plus tard, Yuya voit enfin son reflet dans la salle de bain et est stupéfait par son changement. Après les cours, son frère et sa sœur l'affrontent, exigeant de savoir comment il a tant changé, mais l'insulte toujours de loser. Juste à ce moment, une limousine s'arrête et la fille que Yuya a sauvée plus tôt en sort, le cherchant. Yuya est surpris et se demande qui elle est jusqu'à ce qu'elle lui rappelle comment il l'a secourue. Elle se présente comme Kaori et dit qu'elle voulait le remercier correctement, révélant qu'elle en a appris plus sur lui. Kaori invite Yuya à rejoindre l'Académie Hosei, une école prestigieuse pour étudiants d'élite. Elle explique qu'elle est au conseil des élèves et que son père est le président de l'académie. Yuya se sent honoré mais doute d'être assez intelligent pour une telle école. Son frère tente d'intervenir, affirmant que lui et sa sœur sont meilleurs que Yuya en études et en sport. Mais Kaori les remet à leur place, disant qu'elle sait tout de la façon dont ils ont maltraité Yuya et qu'ils ne sont pas les bienvenus à l'académie. Kaori rassure Yuya, l'Académie Hosei valorise le caractère autant que l'intelligence, il s'intégrerait donc parfaitement. Elle lui propose de lui faire visiter l'école et ils partent, laissant ses frères et sœurs stupéfaits derrière eux. Quand ils arrivent à l'académie, Yuya est émerveillé par l'impressionnante école et les réussites des élèves. Il rencontre Tsukasa, le président et père de Kaori, qui remercie Yuya d'avoir sauvé sa fille. Yuya essaie de minimiser ses actions, mais Kaori insiste qu'il a été le seul à l'aider. Tsukasa invite Yuya à rejoindre l'école et propose même de couvrir ses frais de scolarité en guise de remerciement. Yuya hésite, pensant qu'il n'a pas sa place dans une école de génie, mais Tsukasa l'encourage, disant que chacun a ses propres talents. Il suggère à Yuya d'essayer l'école une journée pour voir, l'assurant qu'à travers défis et plaisirs, il découvrira ses propres forces. Une professeure nommée Sawada, que Tsukasa présente comme une scientifique célèbre, entre dans la pièce. Malgré son impressionnant parcours, Tsukasa mentionne que ses cours sont populaires, car ils sont faciles à comprendre. Alors que Yuya se prépare pour son premier cours, il craint d'être dépassé, mais il se rassure en se disant que rien ne pourrait être pire que son ancienne école. Quand il se présente à la classe, tous les élèves semblent choqués, non pas par ce qu'il dit, mais par sa beauté actuelle. Yuya s'assied au fond de la salle et finit par partager un livre avec la fille à côté de lui, qui semble le regarder. Yuya craint qu'elle ne l'apprécie pas, mais Kaori espère qu'il s'intégrera. Au fur et à mesure du cours, Yuya réalise que c'est plutôt normal, sauf que les élèves sont bien plus actifs et engagés que ce à quoi il est habitué. Pendant la pause, un groupe d'élèves curieux commence à lui poser des questions comme s'il est une idole ou s'il a une petite amie. Cela devient vite accablant, mais un élève nommé Ryo intervient et les arrête, puis emmène Yuya à la cafétéria pour le déjeuner. Yuya est stupéfait de voir le menu et découvre que toute la nourriture est gratuite, le faisant se sentir comme dans un rêve. Il s'assoit avec un autre élève nommé Shingo, et en discutant, Yuya est surpris de découvrir qu'ils partagent un amour pour les animés. En mangeant, Yuya remarque que tout le monde le fixe et suppose que c'est parce que son uniforme est différent. Shingo demande si Yuya est dans un club, mais Yuya dit que non. Ryo mentionne qu'il n'est pas dans un club non plus, car il est trop doué dans tant de sports pour n'en choisir qu'un. Shingo révèle qu'il fait partie du club de jeux vidéo, et Yuya est surpris qu'il soit autorisé à avoir des consoles à l'école. Shingo explique que tant qu'il ne joue pas pendant les cours, c'est bon. Parler de jeux vidéo aide Yuya à se sentir plus à l'aise avec eux. À la fin de la journée, Yuya rencontre Tsukasa et admet qu'il a passé un excellent moment, décidant de rejoindre l'école. En partant, il croise Kaori qui lui demande s'il rejoint l'école. Quand Yuya dit oui, elle est heureuse et l'invite à sortir après les cours. Ils visitent des boutiques dans un quartier populaire et Yuya se demande si c'est là qu'elle traîne d'habitude avec ses amis. Kaori explique qu'elle ne sort pas beaucoup car les gens ont tendance à l'éviter à cause de sa famille, mais elle se sent différente avec Yuya. Se sentant un peu nerveux, Yuya suit Kaori jusqu'à une crêperie. Il est soulagé d'avoir de l'argent de l'autre monde pour payer. Ils savourent leur crêpe ensemble et Yuya veut goûter plus de saveur, mais il craint de reprendre son ancien poids. Il demande à Kaori comment elle l'a reconnu malgré sa transformation et elle explique que s'il a l'air plus mince, ses yeux sont restés les mêmes. Elle lui offre une bouchée de sa crêpe et bien qu'un peu gêné, Yuya accepte. Il lui offre ensuite la sienne en retour et elle la prend timidement avec des filles à proximité qui pensent qu'ils sont adorables ensemble. Plus tard cette nuit-là, Yuya retourne dans l'autre monde entièrement armé et prêt à affronter plus de monstres.
Même s'il a encore un peu peur, il les repousse et atteint le niveau 235, mais remarque que sa progression a ralenti. Il décide de quitter sa maison pour trouver des défis plus difficiles, repensant à son temps à l'académie. En sortant, Yuya entend un cri et se précipite vers lui. Il trouve un groupe de soldats brutalement tués et aperçoit un général gobelin de niveau 200. Le gobelin est clairement dangereux, mais Yuya voit aussi une fille cachée derrière lui. Il lance sa lance, mais le gobelin la dévie. D'un mouvement rapide, Yuya saute et s'abat sur le gobelin, le vainquant. Au moment où il se tourne pour vérifier la fille, elle le prévient d'un autre gobelin derrière lui. Yuya est repoussé et réalise que ce gobelin est plus fort et plus rapide, mais il n'abandonne pas. Il utilise sa lance pour sauter par-dessus le gobelin, tire des flèches de son arc et passe finalement à son épée pour trancher le gobelin en deux. Ensuite, la fille s'évanouit et Yuya entend des gens approcher. Il utilise une compétence d'invisibilité pour se cacher alors que des chevaliers arrivent, cherchant la fille. Il s'avère que c'est une princesse nommée Lexia. De retour chez lui, Yuya repense à l'événement récent où il a sauvé cette fille. Il est un peu inquiet, se demandant si elle va bien, mais puisque les chevaliers sont venus l'aider, il se dit qu'elle est probablement en sécurité. En regardant sa chemise, il réalise qu'il est peut-être temps d'acheter de nouveaux vêtements. Surtout qu'il a économisé de l'argent grâce à ses aventures dans l'autre monde. Sa chemise actuelle est enchantée pour rester propre, mais il pense que ce serait bien d'avoir plus d'options pour ne pas toujours avoir le même look. Quand Yuya va au centre commercial faire du shopping, il remarque que les gens le fixent. Ils pensent probablement qu'il est une sorte de célébrité ou de mannequin. Cela lui semble étrange car il n'est pas habitué à ce genre d'attention. Pendant ce temps, dans une autre partie du centre commercial, un réalisateur passe une mauvaise journée car un mannequin nommé Sho n'est pas venu pour une séance photo. Le manager de Sho reçoit un appel disant que Sho est en route, mais le réalisateur est frustré car tout le monde, surtout leur autre mannequin, Mew, attend depuis ce matin. Décide qu'au lieu d'attendre, il trouvera quelqu'un d'autre dans le centre commercial pour remplacer Sho. Alors que Yuya se promène, il se sent un peu dépassé par tous les choix de vêtements. Juste à ce moment, des filles l'approchent et lui proposent de l'aider à choisir des vêtements. Ça ne vous arrivera jamais, vous ne quittez jamais votre canapé. Yuya, un peu incertain, pense qu'elles essaient juste de lui vendre quelque chose, alors il les refuse poliment. Les filles sont stupéfiées par sa gentillesse et commencent à chuchoter à son sujet alors qu'il s'éloigne. Yuya se demande s'il a bien géré la situation, mais il décide de continuer ses achats seul. Le réalisateur, toujours à la recherche d'un nouveau mannequin, aperçoit Yuya et pense immédiatement qu'il est la personne parfaite pour le remplacer. Sans hésiter, il l'approche et lui explique la situation, lui demandant si Yuya accepterait de remplacer le mannequin masculin pour la séance. Yuya se sent un peu nerveux mais accepte, comprenant que beaucoup de gens comptent sur lui. Bientôt, Yuya pose comme le petit ami pour la séance photo, portant différentes tenues et essayant de suivre les instructions du réalisateur pour paraître plus confiant et stylé. Mew, la mannequin féminine, remarque que Yuya est un peu raide et le rassure en lui disant qu'il se débrouille très bien, surtout pour quelqu'un qui débute dans le mannequinat. Son encouragement aide Yuya à se détendre un peu et il commence à apprécier davantage l'expérience. Alors que la séance continue, Yuya est de plus en plus impressionné par le professionnalisme de Mew. Même s'ils ont à peu près le même âge, pour la prochaine prise, Mew doit se rapprocher beaucoup de Yuya, ce qui le rend encore plus nerveux, surtout quand le réalisateur lui demande de se rapprocher. Malgré sa gêne, Yuya fait de son mieux et une foule commence à se rassembler pour les regarder. Pendant ce temps, dans l'autre monde, la princesse Lexia ne peut s'empêcher de penser à la façon dont Yuya lui a sauvé la vie. Elle décide qu'elle doit retourner dans la forêt sombre pour le trouver et le remercier en personne. Même si son chevalier la met en garde contre les dangers, Lexia insiste pour y retourner et les chevaliers acceptent à contre-cœur de l'accompagner. De retour au centre commercial, la séance photo se termine enfin et Yuya est épuisé. Mew le remercie encore d'être intervenu à la dernière minute. Alors qu'il termine, Yuya s'étouffe accidentellement avec sa boisson et Mew lui offre son mouchoir. Yuya, un peu gêné, hésite à accepter car il transpire de la séance et il ne veut pas utiliser sa manche puisque les vêtements ne sont pas les siens. Mew raconte ensuite comment elle est devenue mannequin, expliquant que ses parents étaient toujours occupés, alors elle a commencé le mannequinat pour se faire remarquer. Elle mentionne aussi qu'elle a continué car elle a réalisé qu'elle pouvait rendre les gens heureux avec son travail et cela lui a donné un sens. Yuya écoute et est impressionné par la passion et le dévouement de Mew, même si elle semble si jeune. Pendant qu'ils discutent, le réalisateur prend des photos spontanées d'eux, capturant leur interaction naturelle. Soudain, Shu arrive enfin et la foule s'enthousiasme rapidement de le voir. Shu approche Mew, essayant de la forcer à sortir boire un verre après la séance. Yuya voit que Mew est mal à l'aise, alors il décide d'intervenir. Shu, agacé par l'ingérence de Yuya, essaie de le frapper, mais Yuya esquive facilement l'attaque et repousse Shu, laissant tout le monde autour d'eux choqué.
Yuya craint d'avoir causé une scène, mais à sa surprise, la foule commence à l'acclamer, le trouvant vraiment cool d'avoir tenu tête à Sho. Le réalisateur, qui a tout enregistré, dit à Sho de partir, et Mew remercie Yuya d'être intervenu, révélant que Sho l'a harcelé depuis un moment. Le réalisateur mentionne que le comportement odieux de Sho pourrait enfin lui coûter cher, et même mettre fin à sa carrière. Il demande ensuite si Yuya serait intéressé par d'autres travaux de mannequinat, mais Yuya, sentant que ce n'est pas vraiment son truc, refuse poliment. Le réalisateur respecte la décision de Yuya et, en guise de remerciement, lui donne tous les vêtements qu'il a portés pendant la séance puisqu'ils ne peuvent pas le payer en espèces. Comme il n'est pas mannequin professionnel, Yuya pense que l'expérience était suffisante mais accepte les vêtements. Mew espère qu'ils pourront retravailler ensemble à l'avenir et souhaite bonne chance à Yuya. En partant, le réalisateur remarque que Yuya aurait pu être une star s'il avait voulu faire du mannequinat, tandis que Mew rougit discrètement, pensant à Yuya complètement sous son charme. De retour chez lui, Yuya organise ses nouveaux vêtements, toujours inconscient que les photos de la séance font déjà des vagues dans l'industrie du mannequinat. Les agences de talent bourdonnent d'excitation, impatientes de découvrir qui est ce nouveau visage. Une agente particulièrement déterminée ordonne à son équipe de retrouver Yuya avant quiconque. Impressionné par sa performance naturelle malgré son statut de débutant, dans une autre partie du monde, les chevaliers de Lexia sont engagés dans un rude combat contre des gobelins. La bataille devient encore plus dangereuse quand un gobelin se faufile derrière Lexia. Juste au moment où tout semble perdu, Yuya apparaît et élimine le gobelin en un instant. Les chevaliers sont choqués de le voir et Yuya vainc facilement le reste des gobelins. Lexia est ravie de voir que Yuya est réel et non un rêve. Après le combat, Yuya aide l'un des chevaliers blessés. Lexia l'approche, disant qu'elle est venue dans la forêt sombre pour lui dire quelque chose d'important. Yuya est curieux, mais elle surprend tout le monde en lui demandant de l'épouser. Les chevaliers sont stupéfaits, surtout Yuya. Owen, le capitaine, rappelle à Lexia qu'elle est une princesse et qu'ils ne savent pas grand-chose de Yuya. Mais Lexia insiste qu'elle est tombée amoureuse de lui au premier regard. Yuya interrompt leur dispute, disant qu'il est trop dangereux de rester dans la forêt. Il les invite chez lui et les chevaliers sont surpris d'apprendre qu'il vit réellement dans la forêt sombre. Quand ils arrivent, ils sont émerveillés par sa maison. Owen se présente comme le capitaine des chevaliers d'Arzelia et présente Lexia, la première princesse d'Arzelia. Lexia remercie encore Yuya de les avoir sauvés et Yuya commence à être nerveux maintenant qu'il sait qu'elle est une princesse, mais ils lui disent de ne pas s'inquiéter puisque ce n'est pas une visite officielle et qu'il est leur héros. Yuya se présente et les chevaliers trouvent de son nom inhabituel, devinant qu'il pourrait venir d'un autre pays. Lexia fantasme que Yuya pourrait être de la royauté d'une autre terre, mais Owen est plus prudent. Il explique qu'ils sont venus trouver Yuya car Lexia n'a pas eu l'occasion de le remercier après qu'il l'ait sauvé la première fois. Lexia admet qu'elle a pensé à lui depuis et lui demande à nouveau de l'épouser. Yuya se sent dépassé par cette proposition soudaine, pensant que c'est trop rapide. Lexia, réalisant que l'amour n'est pas facile, décide qu'ils devraient plutôt commencer par être amis. Yuya, un peu nerveux, accepte. Owen mentionne ensuite que le roi veut rencontrer Yuya au palais royal pour le remercier en personne. Yuya hésite mais accepte après qu'Owen insiste que c'est un ordre royal. Le voyage durera environ 5 jours, alors Yuya demande s'ils peuvent le retarder car il est sur le point de commencer une nouvelle école. Owen répond qu'ils sont ravis d'attendre que Yuya soit prêt. En partant, Lexia dit à Yuya de se tenir prêt car elle est bien décidée à conquérir son cœur la prochaine fois. Lapin. Pendant ce temps, dans la capitale royale, un homme fait son rapport à une figure masquée concernant leur tentative ratée d'éliminer Lexia. L'homme masqué avait envoyé des assassins à ses trousses, mais ils se sont perdus dans la forêt sombre et ont été tués par des monstres. Furieux, il avertit son subordonné de ne plus jamais échouer. Il retire son masque, révélant un visage balafré et il est évident qu'il fait partie de la famille royale. D'une voix pleine de rage, il jure de se venger de Lexia. De retour chez Yuya, il marque la date sur son calendrier pour sa prochaine visite au roi. Ensuite, il enfile son tout nouvel uniforme scolaire et part pour son premier jour à l'académie. Alors qu'il marche, les gens ne peuvent s'empêcher de le fixer, se demandant s'il ne serait pas une sorte de mannequin célèbre, tout droit sorti d'un magazine. Quand Yuya arrive à l'académie, le directeur le salue, mais s'excuse rapidement de ne pas pouvoir discuter, lui disant simplement de profiter pleinement de son temps à l'école. Yuya est présenté à sa classe comme le nouvel élève, et ses amis Ryo et Shingo sont ravis de le revoir. Plus tard, pendant un match de foot, un élève nommé Roy domine le terrain, marquant des buts et s'attirant les acclamations de toutes les filles, visiblement sous le charme. Yuya observe depuis la touche, impressionné par les compétences de Roy. Une fille nommée Kit s'approche de Yuya et lui demande pourquoi il ne joue pas, et il explique qu'il n'a pas encore ses affaires de sport. Sur le terrain, Roy fait une passe astucieuse à son coéquipier Akira. Akira fonce vers le but, prêt à montrer son mouvement spécial, mais il se loupe complètement et envoie accidentellement le ballon droit sur Kayed. Yuya réagit instantanément, arrêtant le ballon et marquant même un but au passage. Tout le monde est choqué par sa rapidité fulgurante. Yuya vérifie si Kayed va bien et elle reste bouche bée, complètement éblouie par son sang-froid et sa classe.
Akira se précipite, s'excusant auprès de Kayed et lui proposant même de devenir son serviteur personnel pour racheter sa gaffe. Kayed le rassure en disant qu'elle va bien et décline poliment son offre. Ryo intervient, expliquant qu'Akira est juste un peu excentrique et Akira remercie Yuya de les avoir tous les deux sauvés. Plus tard, dans les vestiaires, Kaori se prépare pour le cours de sport pendant que les autres filles de papotent sur Yuya, le trouvant absolument incroyable, le qualifiant de véritable prince charmant, qui raconte ce qui s'est passé sur le terrain et les filles commencent à se demander si Yuya aurait déjà une petite amie. Kaori et Ki sont toutes deux d'accord. Pour l'instant, il ne s'est absolument rien passé. Pendant le cours suivant, Yuya fait un signe de la main à Kaori, qui est sur le terrain, mais soudain, un groupe de délinquants débarque en trombe sur des motos. Les élèves les reconnaissent immédiatement, ce sont les Ogres Rouges, un gang tristement célèbre dans la région. Yuya est choqué de voir que son frère Yuta et sa sœur Sora sont avec eux. Kaori est perplexe quant à leur présence à l'école, et Yuta la désigne comme étant la fille du directeur. Kaori reconnaît Yuta et Sora et il révèle qu'ils sont là pour se venger d'elle, car elle a laissé Yuta entrer à l'académie. Kaori les avertit que la police est en route, mais Sora n'est pas du tout inquiète et prévoit d'enlever Kaori par pure vengeance. Vengeance! La situation s'annonce mal alors que le gang encercle Kaori. Yuya ressent une vague de peur intense, se souvenant des brimades qu'il a subies de leur part. Ses amis remarquent qu'il est paralysé par la terreur, mais Yuya parvient à se ressaisir. Il saute soudainement par la fenêtre, surprenant absolument tout le monde, car ils sont tout de même au 4e étage. Yuya atterrit sans encombre et fonce droit sur le gang. Yuya affronte son ancien bourreau, Araki, qui le nargue, affirmant qu'il va lui donner une bonne leçon. Araki envoie les membres de son gang après Yuya, mais Yuya esquive facilement leurs attaques et les désarme en quelques secondes. Araki tente de l'arrêter, mais Yuya le dépasse sans un regard, concentré uniquement sur le sauvetage de Kaori. Au moment où Yuya l'atteint, un colosse nommé Omori se dresse sur son chemin. Omori fonce sur Yuya, mais Yuya ne bronche pas et le projette de côté sans le moindre effort. Yuya arrive enfin auprès de Kaori et s'assure qu'elle va bien, mais le chef du gang fonce sur lui à moto. Yuya esquive juste à temps, provoquant la chute spectaculaire du chef. La police arrive au moment même où le chef est assommé et tous les membres du gang sont arrêtés. On dit aux élèves de retourner en classe. Yuya s'assure que Kaori va bien et elle se sent soudainement faible, mais Yuya la rattrape et ils partagent un moment de calme, suspendu dans le temps. Pendant ce temps, Yuta est furieux que les Ogres Rouges aient été battus si facilement, mais le chef du gang, maintenant réveillé, commence à l'étrangler, le blâmant pour leur échec cuisant. Sora tente de l'arrêter mais est repoussé d'un coup de pied. Alors que la situation dégénère, Yuya intervient et met fin à la bagarre, sauvant Yuta. Le chef du gang tente d'attaquer Yuya à nouveau, mais Yuya le fixe d'un regard si intense qu'il fait reculer le chef. Les autres élèves sont stupéfaits par ce qui vient de se passer, mais tout finit par se calmer. Yuta, choqué que Yuya l'ait sauvé, lui demande pourquoi. Yuya explique que même s'ils l'ont maltraité, il reste sa famille, et il ne pouvait pas simplement les laisser souffrir ainsi. Touchés, Yuta et Sora s'excusent pour tout ce qu'ils ont fait et implorent son pardon. Plus tard, les amis de Yuya le rejoignent, s'excusant pour le chaos qu'il a involontairement provoqué, mais ils sont aussi très impressionnés par sa bravoure. Ils sont particulièrement stupéfaits qu'il ait sauté d'une fenêtre du 4e étage sans la moindre égratignure. Yuya décide d'explorer l'autre monde, mais il se souvient d'un avertissement d'Owen, la forêt sombre est l'endroit le plus dangereux qui soit. Cette forêt regorge de monstres si puissants qu'ils pourraient anéantir une ville entière sans difficulté. Curieux de connaître le sage qui possédait autrefois sa maison, Yuya s'enfonce plus profondément dans la forêt, espérant y trouver des monstres plus coriaces à affronter. Alors qu'il erre, il entend un cri et aperçoit un chiot attaqué par un orque gigantesque. Le chiot est entouré d'une étrange énergie sombre, mais il est clairement bien trop faible pour se défendre. Yuya observe de loin et constate que l'orque est un roi orque de niveau 600, doté d'une puissance d'attaque absolument colossale. Il pense qu'il n'a aucune chance de le vaincre et envisage de laisser le chiot, mais alors que l'orque continue, Yuya ne peut pas juste laisser faire. Il se souvient que son grand-père aidait toujours, alors il décide de tenter sa chance. Il fonce sur l'orque, pensant au moins le distraire un peu, mais à sa grande surprise, il terrasse l'orque d'un seul coup. Un peu gêné d'avoir hésité, Yuga se souvient d'avoir battu un ogre puissant alors qu'il n'était que niveau 1 et il se demande qui est ce sage qui fabrique de telles armes. Après avoir vaincu l'orque, Yuga vérifie le chiot mais il grogne. Il lui offre une potion mais le chien s'évanouit d'épuisement. Yuya soigne vite ses blessures et le chiot commence à s'attacher à lui. Yuya essaie de parler au chien et découvre qu'il est seul, sans foyer. Pris de pitié, Yuya lui propose de l'adopter et le chiot accepte avec joie. Soudain, Yuya acquiert une nouvelle compétence, le dressage, et le chien devient son nouveau compagnon. Quand Yuya vérifie les stats du chien, il est sidéré de voir que c'est un Fenrir noir de niveau 500. Yuya décide de le nommer Night à cause de son pelage sombre et le chien lui saute dessus, tout excité. Il retourne chez Yuya, où il examine les objets laissés par le roi orc. Parmi le butin, il y a une pierre magique de rang S, ainsi que l'épée et l'armure du roi orc. L'équipement est trop grand pour des humains, mais il pourrait être reforgé.
Il trouve aussi une brosse rare qui stimule la pousse des poils qu'il utilise pour brosser Knight. Yuya vérifie ses propres stats et réalise qu'il est toujours au niveau 235, ce qu'il trouve étrange après avoir vaincu un monstre de niveau 600. Il se dit qu'il finira bien par comprendre Guaffimard de comment fonctionne ce système de niveau. De retour dans le monde réel, Yuya laisse Knight à la maison et va à l'école. Il demande à ses amis s'il y a des animaleries dans le coin, mentionnant qu'il vient d'adopter un chien. Kid s'enthousiasme et demande à voir des photos, mais Yuya avoue, un peu gêné, qu'il n'en a pas car il n'a pas de smartphone. Ses amis trouvent ça un peu bizarre, mais Yuya explique qu'il n'en a jamais vraiment eu besoin. Il lui parle d'une animalerie proche, et même s'ils ne peuvent pas l'accompagner après l'école, Kid propose de l'aider. Yuya apprécie l'offre, et Kid commence à penser que ça pourrait ressembler à un rendez-vous, mais elle chasse vite l'idée, disant à Yuya de ne pas s'en faire. Quand Yuya rentre, Knight court le saluer et Yuya lui montre les nouveaux articles que Kid l'a aidé à choisir, dont un nouveau collier. Yuya décide qu'il devrait aller se promener, alors il se dirige vers le parc. En marchant, les gens les regardent, trouvant Yuya stylé et Knight adorable. Au parc, Yuya croise Kaori et lui présente Knight. Kaori commence à caresser Knight et le trouve incroyablement mignon, tandis que les autres autour d'eux pensent qu'ils forment un super couple. Kaori demande la race de Knight, mais Yuya fait semblant de ne pas savoir. Il ne peut pas dire que c'est un Fenrir quand même. Kaori remarque à quel point Knight est intelligent et est si contente que Yuya l'ait adopté. Juste à ce moment, une fille interpelle Yuya. C'est Mew, le mannequin avec qui il a déjà travaillé. Elle habite aussi dans le coin et vient souvent au parc pour se promener. Yuya présente Mew et Kaori l'une à l'autre et les gens autour sont stupéfaits de voir Yuya avec une autre belle fille. Comme de plus en plus de monde reconnaît Mew, ils attirent beaucoup l'attention. Alors Mew décide de partir pour éviter de faire une scène. Avant de partir, elle mentionne qu'elle espère revoir Yuya. Après le départ de Mew, Kaori demande si Mew est la petite amie de Yuya. Mais Yuya le nie rapidement, expliquant qu'il n'a rencontré Mew qu'une seule fois et qu'elle est si bien trop bien pour lui. Kaori n'est pas d'accord et lui dit qu'il ne devrait pas se sous-estimer. Soudain, une femme hurle alors qu'un homme lui arrache son sac et s'enfuit. Kaori demande à Yuya ce qu'ils doivent faire et Yuya dit à Knight de poursuivre le voleur. Pendant qu'il s'occupe de la femme, Knight revient, traînant le voleur. Yuya dit à Kaori d'appeler la police, mais le voleur se libère et tente d'attaquer Kaori. Yuya intervient, désarmant rapidement l'homme et le maîtrisant. La foule autour d'eux applaudit, trouvant Yuya incroyablement cool et Kaori le remercie encore de l'avoir sauvé. Après que la police ait emmené le voleur, Yuya rentre chez lui, satisfait de la tournure des événements. Alors que Yuya et Knight s'aventurent le plus profondément dans la forêt sombre, ils affrontent d'innombrables monstres coriaces. À un moment donné, ils tombent sur un autre roi orc. Cette fois, Knight prend les devants, montrant sa force en terrassant le roi orc tout seul, lui mordant le cou et l'achevant rapidement. Poursuivant leur chemin, ils rencontrent un cerf de cristal, un monstre de niveau 630 avec une puissance magique vraiment élevée. Yuya décide de rester caché grâce à son invisibilité et observe le cerf, mais d'une manière ou d'une autre, le cerf le sent quand même. Sans temps pour planifier, le cerf les charge, forçant Yuya et Knight à se séparer. Knight tente d'attaquer, mais le cerf riposte avec sa magie, provoquant des explosions autour de lui. Le cerf tire ensuite un puissant jet d'eau sur Yuya, mais il parvient de justesse à l'esquiver. Réalisant qu'ils doivent travailler ensemble, Yuya dit à Knight de distraire. Knight utilise sa vitesse pour virevolter autour du cerf, esquivant ses attaques magiques, et finit par le frapper. Yuya voit sa chance et achève le cerf. Quand il vérifie le butin, Yuya trouve une étrange boîte. À l'intérieur, il découvre un kit de bain portable qui reste automatiquement propre et a une fonction pour empêcher quiconque de l'espionner. Émerveillé par cet objet génial, Yuya décide de rentrer chez lui pour l'essayer, profitant d'un bon bain relaxant avec Knight. Le lendemain, Yuya et Knight rencontrent un rouleau à aiguilles, un monstre incroyablement rapide. Au début, Yuya a du mal à le suivre, mais après avoir observé ses mouvements, il prédit où il ira et esquive son attaque, ce qui fait que le monstre se coince dans un mur. Il l'abat rapidement et monte enfin au niveau 240, tandis que Knight atteint le niveau 510. L'impact du rouleau à aiguille, s'écrasant contre le mur, le fait craquer, révélant une grotte cachée. Curieux, Yuya et Knight décident de l'explorer. Alors qu'ils s'enfoncent dans la grotte, l'endroit s'illumine soudainement et ils entrent dans une grande chambre. À la grande surprise de Yuya, ils y trouvent un corps, mais Knight remarque un livre par terre. Yuya le ramasse et réalise que c'est le livre du sage. En le lisant, il apprend que le sage était un maître de toutes les compétences, si puissant que même les dieux voulaient qu'il les rejoigne, mais il les a refusés.
Alors qu'il continue de lire, le livre commence à parler, avertissant Yuya qu'à mesure qu'il deviendra plus fort, les gens pourraient pas commencer à le craindre. Inquiet, Yuya entend la voix du sage lui conseillant de trouver des personnes en qui il peut avoir confiance. Le sage demande ensuite si Yuya veut apprendre quelque chose, et Yuya demande avec enthousiasme à apprendre la magie. Le sage remplit le livre de tout son savoir magique, mais explique que Yuya ne peut pas encore utiliser la magie, parce qu'il n'a pas les circuits magiques dans son corps, étant d'un autre monde. Cependant, le sage propose de lui transmettre ses propres circuits magiques, lui disant de vivre une vie heureuse et épanouie. De retour chez lui, Yuya commence à pratiquer la magie en utilisant le livre du sage. Il commence par apprendre à sentir l'énergie magique autour de lui, ce qui l'aide à acquérir une nouvelle compétence, la manipulation d'énergie magique. Le livre lui indique de rassembler l'énergie dans sa main et d'imaginer le sort qu'il veut lancer. Excité de l'essayer, Yuya sort et imagine créer une boule d'eau. Knight semble aussi apprendre. Yuya lance la boule d'eau sur un arbre et à sa surprise, la magie est super puissante, traversant l'arbre de part en part. Pendant ce temps, de retour dans la capitale royale, Owen fait son rapport au roi concernant Yuya. Il explique toutes les choses incroyables que Yuya a faites, mais quand il mentionne que la princesse Lexia a demandé Yuya en mariage, le roi panique pensant que Yuya a dû charmer sa fille d'une manière ou d'une autre. À l'école, Yuya ne peut s'empêcher de penser au livre du sage. Le livre l'a averti de l'utilisation de la magie, disant que les techniques qu'il apprend sont rares même dans l'autre monde. Ses pensées sont interrompues quand le professeur annonce que la classe partira en camping la semaine prochaine. Les élèves sont divisés en groupes de 4 et Yuya se retrouve avec Kid, Akira et une fille nommée Rin. Kid est super excité par le voyage, mais Yuya avoue qu'il n'a aucun équipement de camping. Kid suggère qu'ils aillent en faire du shopping ensemble. Ils se dirigent vers le centre commercial et Shingo est surpris quand Kaori les rejoint. Ryo est aussi choqué que Yuya soit amie avec Kaori car la plupart des gens sont intimidés par elle, étant la fille du directeur. Mais Kaori leur dit de la traiter comme n'importe quel autre élève. Yuya se demande où est Akira et Shingo explique qu'Akira n'a pas pu venir aujourd'hui. Une fois dans le centre commercial, le groupe aide Yuya à choisir un sac à dos. Ensuite, ils décident d'aller à la salle d'arcade. Shingo s'enthousiasme en voyant son personnage préféré dans une machine à pince, mais il avoue qu'il est nul. Yuya tente sa chance, utilisant sa compétence de détection de faiblesse pour trouver le meilleur endroit et gagne la figurine du premier coup. Pete lui demande s'il peut lui gagner un chat en peluche et avec son talent, Yuya le lui attrape facilement. Il finit par gagner des prix pour tout le monde et Kaori, qui n'est jamais allé dans une arcade, le remercie pour son cadeau. Les filles décident d'aller faire du shopping pour des vêtements, alors les garçons font une pause et se dirigent vers un café. Alors qu'ils se détendent, Yuya réfléchit à quel point il s'amuse pour la première fois avec des amis. Soudain, une alarme retentit et on leur dit qu'il y a un incendie dans le bâtiment et que tout le monde doit évacuer. Yuya s'inquiète immédiatement pour les filles, pensant que le feu pourrait être près de là où elles se trouvent. Alors qu'ils atteignent l'escalier, Yuya demande à un homme s'il a vu ses amis. Juste à ce moment, Ryo reçoit un appel de Kid qui dit qu'elles sont coincées à l'étage. Sans hésiter, Yuya se précipite dans les escaliers, déterminé à sauver ses amis. Il atteint l'étage où le feu fait rage, mais les gicleurs ne suffisent pas à l'éteindre. Réalisant qu'il n'a pas d'autre choix, Yuya décide d'utiliser sa magie. Il se couvre d'une couche d'eau lui permettant de traverser les flammes indemnes. Il trouve les filles inconscientes à cause de la fumée et vérifie rapidement le bâtiment avec sa compétence de détection, confirmant qu'elles sont les seules à l'intérieur. Il utilise sa magie pour protéger les filles, mais à mesure que le feu s'aggrave, il commence à craindre qu'elles ne puissent pas sortir à temps. Dehors, Ryo et Shingo regardent impuissants les pompiers tenter de maîtriser l'incendie. Ils disent aux pompiers que leurs amis sont toujours à l'intérieur, mais les pompiers répondent qu'ils ne peuvent rien faire tant que le feu n'est pas maîtrisé. À l'intérieur, Yuya cherche frénétiquement une sortie, mais le toit s'effondre, bloquant leur chemin. Alors qu'il esquive les débris qui tombent, Kaori laisse tomber le cadeau que Yuya lui a offert. Piégé sans issue, Yuya fait un geste audacieux. Il utilise sa magie pour traverser le bâtiment, créant une voie d'évasion. Tout le bâtiment tremble, mais Yuya parvient à sortir avec les filles juste à temps. Les filles sont rapidement prises en charge par les ambulanciers et les pompiers réprimandent de Yuya pour avoir risqué sa vie. Le père de Kaori arrive, remerciant Yuya d'avoir sauvé sa fille une fois de plus. Yuya lui rend l'épingle d'honneur que Kaori a laissé tomber et elle serre son père dans ses bras, faisant réfléchir Yuya à ce que devrait être une vraie famille. Bien qu'il se sente un peu seul, pensant qu'il n'a personne comme ça, il réalise que Knight est sa famille maintenant. Plus tard, de retour à la maison, Yuya réfléchit à ce qu'il peut faire d'autre avec la magie. Il se souvient que la magie n'est que le pouvoir de l'imagination, alors il décide d'expérimenter en l'utilisant pour voyager. En se concentrant sur un lieu précis, il ouvre avec succès un portail qui le mène au plus profond de la forêt sombre. Excité que ça ait marché, Yuya remarque qu'il ne peut se téléporter que vers des endroits qu'il a déjà visités. Malgré tout, il est content que cette nouvelle compétence lui permette de rentrer vite chez lui pour nourrir Knight, même quand il sera en voyage scolaire.
Profitant du portail, Yuya et Knight décident sans doute d'explorer davantage. Ils trouvent une grotte remplie de gobelins, mais avec l'épée légendaire de Yuya, les gobelins n'ont aucune chance. À l'intérieur de la grotte, ils découvrent un tas d'objets rares que Yuya stocke grâce à sa compétence de stockage. Il sent que lui et Knight forment une meilleure équipe à chaque aventure. En quittant la grotte, Yuya suggère d'arrêter pour la journée, mais Knight semble impatient de continuer. Yuya explique qu'il doit se préparer pour le voyage scolaire, mais Knight s'élance soudainement, sentant quelque chose devant. Yuya suit, utilisant sa compétence d'invisibilité pour rester caché. Ils trouvent une fille blessée et entourée de gobelins. Yuya veut aider, mais Knight le retient. Le gobelin d'élite attaque, brisant un arbre, mais des fils mystérieux bloquent son chemin, et la fille riposte coupant le bras du gobelin. Yuya est curieux des fils, mais il est interrompu quand d'autres gobelins attaquent la fille. Elle se défend avec les fils, mais le gobelin d'élite parvient à la frapper, l'assommant. Alors que le gobelin s'apprête à l'achever, Yuya et Knight passent à l'action, abattant les gobelins ensemble. Cependant, d'autres gobelins apparaissent, alors Yuya décide d'utiliser son fouet divin, une arme puissante qui lie et écrase tous les gobelins en un seul mouvement. Yuya ne peut s'empêcher de penser à quel point ce fouet est surpuissant, capable de frapper plusieurs ennemis à la fois sans jamais rater. Après la bataille, Yuya ne savait pas quoi faire de la fille qu'il venait de sauver. Il a pensé la ramener chez lui, mais Knight semblait contre l'idée. Yuya ne voulait pas la laisser seule, mais avant qu'il ne puisse décider, la fille se réveilla soudainement, surprise de se retrouver portée. Sous le coup de la surprise, elle finit par tomber au sol. Yuya lui offrit rapidement un shake protéiné, qui guérit toutes ses blessures instantanément. La fille fut stupéfaite et demanda qui il était, alors Yuya se présenta, ainsi que Knight. Cependant, Knight ne semblait pas lui faire confiance, ce qui fit se demander à Yuya pourquoi. La fille se présenta comme Luna et expliqua qu'elle s'entraînait dans la forêt quand elle fut prise au dépourvu par le gobelin d'élite. Elle demanda ce qui était arrivé au gobelin et Yuya lui dit nonchalamment qu'il s'en était occupé. Luna fut surprise, surtout que Yuya l'avait portée en sécurité. Elle s'excusa d'être sale et en sueur, mais Yuya dit que ce n'était pas grave. Luna demanda s'il y avait une rivière à proximité où elle pourrait se nettoyer, mais à la place, Yuya sortit son bain portable. Il attendit dehors pendant que Luna se baignait, et elle n'arrivait pas à croire qu'il possédait un objet aussi rare. Yuya mentionna qu'il avait eu le bain d'un cerf de cristal, ce qui impressionna Luna. Elle lui dit ensuite qu'elle était dans la forêt sombre pour une mission pour un client, bien que Yuya n'ait pas vraiment saisi cette partie. Luna demanda si Yuya voulait s'entraîner avec elle, puisqu'ils étaient tous les deux là pour des raisons similaires. Yuya se sentait mal de la laisser s'entraîner seule, alors il accepta de l'aider. Au cours des jours suivants, ils s'entraînèrent ensemble. Yuya aida Luna dans sa pratique et elle lui enseigna aussi de nouvelles compétences. Tous deux devinrent plus forts et à un moment donné, Luna réussit à abattre un gobelin d'élite avec ses compétences de fil, ce qui impressionna vraiment Yuya. Elle le remercia mais dit qu'elle avait encore beaucoup à apprendre car elle devait devenir plus forte pour accomplir sa mission. Finalement, Yuya dit à Luna qu'il devait partir à cause d'un prochain voyage scolaire, bien que Luna ne comprenne pas vraiment ce que cela signifiait. Lors de leur dernier jour d'entraînement, Yuya décida de se détendre dans son bain, mais Luna le surprit en le rejoignant, disant qu'elle voulait partager ce moment. Yuya fut vraiment gêné, mais Luna le serra dans ses bras, lui disant à quel point elle appréciait leur temps ensemble. Elle proposa de lui laver le dos, mais quand sa serviette tomba accidentellement, Yuya devint encore plus troublé. Le lendemain, Yuya partit en voyage scolaire. Dans le bus, il jouait aux cartes avec ses amis, mais Kid remarqua qu'il avait l'air fatigué. Yuya admit qu'il n'avait pas beaucoup dormi la nuit précédente. Malgré son épuisement, Yuya continuait de gagner aux cartes, surprenant ses amis. Ils n'arrivèrent pas à croire qu'il ait gagné 5 fois de suite, mais Yuya se dit que c'était juste de la chance. Il fit une sieste, pensant que peut-être sa statistique de chance avait quelque chose à voir avec les jeux de cartes et la situation étrange avec Luna. Yuya se réveilla à leur arrivée à destination. Les élèves mirent leur équipement de camping et leur professeur expliqua qu'ils camperaient pendant 2 jours et devaient vivre de la terre. Le professeur mentionna qu'il y avait du poisson dans la rivière et des plantes comestibles, mais certains élèves craignaient que les plantes ne soient toxiques. Le professeur les rassura en disant que le médecin scolaire était en attente, bien que les élèves trouvaient le docteur un peu étrange car ils entendaient souvent des bruits bizarres venant de son bureau. Akira plaisanta en disant qu'il pouvait juste sauter un repas, mais le professeur insista sur le fait que survivre dans la nature faisait partie de la leçon. Elle mentionna aussi que c'était une compétition entre les classes et que les résultats affecteraient sa prime. Alors elle les encouragea à faire de leur mieux. Les élèves n'étaient pas très enthousiastes quant à sa raison de les pousser si fort. Les élèves sont déposés dans la forêt et Yuya se demande quel devrait être leur premier mouvement. Akira dit avec confiance que survivre sera facile, mais les autres ne le prennent pas au sérieux et l'ignorent. Rin suggère que Yuya et Kid essaient de pêcher pendant qu'elle et Akira cherchent des plantes comestibles. Quand ils atteignent la rivière, ils voient la plupart des autres élèves déjà en train de pêcher. Kid réalise qu'ils ont peut-être manqué les meilleurs endroits. Ryo, qui est déjà au bord de l'eau, leur dit que tous les bons coins sont pris. Kid pense qu'il devrait essayer autre chose, mais Yuya utilise sa compétence de détection et trouve un endroit avec beaucoup de poissons.
Kid s'inquiète que l'eau soit trop peu profonde pour leur cancho à pêche, mais Yuya a une autre idée. Il entre lui-même dans l'eau. Yuya compare les poissons aux monstres qu'il a affrontés dans la forêt sombre, pensant qu'ils sont beaucoup plus lents. Se souvenant des conseils que Luna lui a donnés sur la prédiction des mouvements, il parvient à attraper un poisson à main nue. Kid est impressionné et Yuya continue d'attraper plus de poissons avec facilité. Les autres élèves le regardent comme s'il était fou et Kid lui dit qu'il en fait peut-être un peu trop. Yuya admet qu'il s'est un peu emporté et remercie silencieusement Luna pour ses conseils. Pendant ce temps, dans un coin caché de la ville, Luna se trouve dans une boutique sombre et étrange, remplie de marionnettes effrayantes. Elle utilise ses compétences de fil pour leur trancher toutes les têtes et réalise que son pouvoir a grandi. Luna repense à son temps avec Yuya, mais il est révélé qu'elle est en fait une assassine qui tue depuis qu'elle est enfant. Elle souhaite avoir rencontré Yuya plus tôt, pensant que sa vie aurait pu être différente. Cependant, Luna sait qu'elle doit avancer car elle est connue comme la chasseuse de têtes, et elle se prépare pour sa prochaine mission. De retour au camp, Yuya et Kid retrouvent Rin montrant fièrement leur tas de poissons. Rin est choqué d'apprendre que Yuya les a tous attrapés à main nue. Yuya demande ensuite des nouvelles d'Akira, qui est allongé par terre, l'air épuisé. Akira se plaint que Rin l'a utilisé pour tester si les champignons étaient vénéneux, et même comme appât pour effrayer les ours. Inquiet, Yuya vérifie les stats d'Akira pour voir s'il va bien, et soulagé de constater qu'il est en pleine forme. Rin et Akira montrent les plantes qu'ils ont cueillies, et Yuya utilise sa compétence pour retirer les champignons vénéneux, louant leurs efforts. Ils se dirigent vers le bâtiment où leur professeur Sawada inspecte la nourriture de chacun pour s'assurer qu'elle est sûre. Yuya croise Kaori qui lui demande comment va son équipe. Ils discutent avec nous de l'expérience jusqu'à présent, jusqu'à ce que Kaori soit rappelé par son équipe. Akira est surpris de la proximité de Yuya avec Kaori et souhaite pouvoir être plus comme lui. Quand l'équipe de Yuya présente sa nourriture à Sawada, elle est impressionnée qu'il soit dans le premier groupe à ramener autant de nourriture sûre à manger. Elle s'enthousiasme en pensant à sa prime, mais leur rappelle ensuite qu'ils seront aussi jugés sur leur cuisine. Elle demande qui va cuisiner et tout le monde pointe Yuya du doigt. Sawada l'encourage à faire de son mieux, laissant entendre que sa prime en dépend. Yuya trouve qu'elle est un peu trop transparente sur ses intentions. Il se met à cuisiner, utilisant les talents acquis en vivant seul et en préparant des repas dans l'autre monde. Le plat est un délice et l'équipe se jette dessus avec appétit. Yuya attend leur réaction avec une certaine anxiété. Sawada, qui a déjà un peu bu, goûte le plat. Yuya est tendu, mais tout le monde adore finalement. Sawada est stupéfaite, déclarant que même si les repas de l'école sont préparés par des chefs étoilés, la cuisine de Yuya est d'une manière ou d'une autre encore meilleure. Elle est sidérée par la qualité du plat et se demande comment il a pu apprendre à cuisiner aussi bien. Yuya, lui, se dit qu'il n'a toujours cuisiné que pour lui-même, étant seul, mais il est ravi de voir d'autres personnes apprécier sa cuisine. Après le repas, Sawada demande en plaisantant à Yuya de l'épouser, ce qui surprend tout le monde. Elle avoue qu'elle ne sait ni cuisiner ni faire le ménage, car elle a toujours été absorbée par ses recherches et n'a jamais eu de relation. Après avoir goûté la cuisine de Yuya, elle déclare que c'est une prise parfaite et lui demande de l'épouser pour prendre soin d'elle. Tous les autres lui disent rapidement que c'est une mauvaise idée et Kid va même jusqu'à dire que Yuya n'est pas fait pour le mariage, ce qui fait douter Yuya de sa propre valeur. Mais Sawada insiste, elle est sérieuse et dit qu'elle l'attendra. Yuya, gênée, tente de refuser poliment, expliquant que ce n'est pas approprié puisqu'elle est sa professeure. Cependant, il lui assure qu'il la considère comme une excellente enseignante. Sawada est ravi d'entendre cela et le serre dans une étreinte des plus serrées, embarrassant Yuya encore davantage. Ped tente de le tirer et Akira, observant toute la scène, ne peut s'empêcher de penser que Yuya est incroyablement chanceux. Plus tard dans la nuit, Yuya décide de se téléporter chez lui pour voir comment va Night. Une fois sur place, il prépare rapidement de la nourriture pour Night, tirée de son inventaire, observant le chien la dévorer avec avidité. En le regardant, Yuya réfléchit à quel point il aime rendre les autres heureux grâce à sa cuisine. Après un moment, il se téléporte de nouveau au camp où tout le monde prend sa douche. Quand il réapparaît, tous les regards sont braqués sur lui, laissant Yuya perplexe jusqu'à ce qu'Akira lui fasse remarquer à quel point il est musclé et en pleine forme. Yuya ne comprend pas pourquoi il le fixe mieux tous, sans réaliser à quel point son apparence physique sort de l'ordinaire. Pendant ce temps, dans la zone des douches des filles, Rin taquine gentiment Kid, suggérant que tous les garçons doivent avoir le béguin pour elle. Elle croise Kaori, et la conversation dévie sur la façon dont Sawada avait plaisanté en demandant Yuya en mariage. Kaori est surprise par cette nouvelle, et les filles spéculent que Sawada pourrait bien avoir une longueur d'avance. Kaori semble motivée à faire sa propre approche auprès de Yuya. Rin demande à Kid si elle a des sentiments pour Yuya, mais Kid le nie rapidement. Cependant, Rin n'est pas dupe, pensant que les sentiments de Kid sont plus qu'évidents. Kaori commence à se demander quel genre de fille Yuya pourrait bien apprécier. Le lendemain matin, des étudiants découvrent que leurs affaires ont été fouillées et ils soupçonnent la présence d'un voleur. Akira semble particulièrement inquiet, tandis que Yuya vérifie que leurs propres affaires sont toujours en sécurité. Le groupe décide d'aller chercher de quoi déjeuner, mais Akira panique en apercevant des marques de griffes sur un arbre. Se souvenant qu'Akira avait servi d'appât pour les ours plus tôt, Yuya comprend rapidement ce qui est en train de se passer. Alors qu'il cherche de la nourriture, un ours surgit soudainement, fonçant droit sur les filles, qui hurlent et s'enfuient en courant.
Le chaos éclate alors que l'ours poursuit les jeunes femmes, semant la panique parmi les étudiants. Sawada fait signe à tout le monde de se mettre à l'abri, mais l'ours fonce droit sur eux. Alors qu'il court, Sawada trébuche et tombe, et l'ours la charge. Sans la moindre hésitation, Yuya intervient, plaque l'ours au sol et l'assomme d'un coup sec. Il vérifie que Sawada va bien et celle-ci, au lieu de le réprimander pour avoir affronté un ours, le remercie de lui avoir sauvé la vie. Elle lui propose même de nouveau, en plaisantant, de l'épouser, mais Yuya décline poliment. Yuya se demande alors ce qu'il adviendra de l'ours et Kiyori explique qu'ils vont tenter de l'apprivoiser pour en faire un ours de garde. Si jamais il redevient agressif, eh bien ils le mangeront, tout simplement. L'ours semble comprendre, le problème est donc résolu et le voyage de camping prend fin. De retour chez lui, Yuya se prépare à rencontrer le roi dans l'autre monde. En chemin, il tombe sur un groupe de démons dans la forêt. Craignant que le groupe de Lexia ne les croise, Yuya décide de s'occuper des démons lui-même. Knight attaque l'un des démons et Yuya lance sa lance, mais le démon la rattrape. Non découragé, Yuya passe à un puissant marteau, écrasant le démon et nettoyant la zone, impressionné une fois de plus par les armes du sage. L'un des démons laisse tomber un étrange casque et Yuya décide de l'essayer. Cependant, une mystérieuse créature ressemblant à un lapin l'observe de loin, pensant que Yuya pourrait bien être celui qu'elle recherche depuis si longtemps. C'est alors que le groupe de Lexia arrive et Owen semble inquiet en voyant Yuya porter le casque. Yuya l'enlève rapidement et ils sont soulagés de le voir. Il lui demande s'il est prêt à rencontrer le roi et l'invite à les accompagner pour le voyage jusqu'au palais. Alors qu'ils se préparent à partir, Knight saute soudainement sur Lexia et un arbre s'effondre. Yuya tranche rapidement l'arbre en deux et remarque les fils que Luna utilise. Réalisant que Knight protégeait Lexia, Owen est confus et Yuya comprend que Luna doit être dans les parages. Alors que Luna tente de s'échapper, Yuya la rattrape et l'assomme. Il est choqué de voir que c'est vraiment Luna et Lexia le rejoint, curieuse de savoir qui elle est. Yuya explique que Luna est celle qui a tenté d'attaquer Lexia et réalise que Knight l'avait senti depuis le début. Yuya demande s'il peut soigner les blessures de Luna et la ramener chez lui pour comprendre ce qui se passe, ne voulant pas croire qu'elle est vraiment mauvaise. Lexia accepte et à ce moment-là, Alan arrive en courant, réprimandant Lexia de s'être enfuie seule. Cependant, Lexia insiste pour visiter la maison de Yuya afin d'en apprendre davantage sur la situation et le lien de Yuya avec Luna. Yuya décide de les téléporter directement chez lui pour gagner du temps, laissant Owen derrière. Lexia est surprise par la téléportation et pendant qu'ils attendent que Luna se réveille, Yuya explique comment il l'avait rencontrée en forêt et leur entraînement commun. Mais Lexia, elle, est surtout fascinée par la magie de téléportation de Yuya. Il avoue avoir juste pensé à la magie, puis demande à Luna de raconter son histoire. Désespérée, Luna leur dit d'en finir, mais Yuya, avec douceur, l'invite plutôt à partager son histoire. Luna commence alors, expliquant qu'elle a grandi orpheline, survivant en fouillant pour trouver de quoi manger. Un homme l'a finalement recueillie, lui apprenant à lire, écrire et à devenir une assassine. Elle a ensuite intégré la Guilde Obscure, que Lexia décrit comme un syndicat du crime, trempé dans toutes sortes d'activités illégales. Luna avoue être devenue la célèbre chasseuse de têtes, ayant accompli tant de missions mortelles. Lexia est choquée, secouant Luna qui révèle alors que sa mission était de l'assassiner. Ayant échoué, elle est désormais certaine que sa vie est en grand danger. Elle se porte volontaire pour aider, mais n'est pas très douée, et Luna lance un regard narquois à Lexia. Ne voulant pas être en reste, Lexia exige d'être nourrie aussi, usant de son statut de princesse pour que Yuya s'exécute, même si elle n'est absolument pas blessée. Plus tard cette nuit-là, les filles dorment. Yuya, épuisé par la journée, repense à la folie de tout ça, mais se sent étrangement satisfait. Owen le remercie d'ailleurs d'avoir sauvé Lexia. Mais Owen, curieux, accepte, insistant toutefois pour qu'il la surveille de près. Soudain, Yuya se souvient qu'il ne peut les accompagner au palais ayant manqué trop de jours d'école. Owen lui suggère de visiter le palais dès qu'il en aura l'occasion et lui donne les indications pour un village proche menant à la capitale. Au moment de se séparer, Lexia demande à Yuya de venir la voir très vite. Mais avant qu'il ne parte, Luna court vers lui, lui donne un baiser rapide et le remercie pour tout ce qu'il a fait. Lexia est sidérée et exige de retourner immédiatement à Ving. Yuya reste songeur, le baiser en tête, se demandant si Luna a des sentiments pour lui. Pour se changer les idées, il décide de prendre un bain. Mais Yue, elle, décide d'aller voir une compétition de balle et encourage tout le monde à se donner à fond, car son bonus en dépend. La première épreuve est le football et la classe est divisée en 2 équipes. Yuya, peu familier avec ce sport, est placé au poste de gardien de but. Dès le coup d'envoi, Ryo domine le terrain, se jouant facilement de l'équipe adverse et marquant un but. Head est impressionné, ce qui permet à Akira de subtiliser le ballon à Ryo. Après les cours, une agence de mannequins approche Yuya, l'invitant à rejoindre le milieu. Yuya décline poliment, expliquant qu'il est très bien comme ça, avec sa vie d'écolier.
Nyo, le mannequin avec qui il avait déjà collaboré, apparaît et tente de le convaincre de reconsidérer. Les amis de Yuya sont stupéfaits de le voir en compagnie d'une personne si célèbre, et Yuya explique qu'ils ont simplement travaillé ensemble par pur hasard. Yuya le poursuit. Le manager de l'agence de mannequins a alors l'idée de faire un reportage sur l'école, et les photographes, eux, repoussent toutes les limites. Yuya s'aventure plus profondément dans la forêt et découvre une zone remplie d'arbres noirs presque indestructibles. Alors qu'il se demande comment Akatsuki a pu devenir si grand, un sanglier gigantesque l'attaque soudainement. Yuya tente de se soigner, mais la bête le charge encore, le mettant dans une situation des plus délicates. Au moment où tout semble perdu, le sanglier est projeté en l'air par un mystérieux lapin qui se présente comme Usagi. Yuya est sidéré de découvrir qu'Usagi peut parler. Le sanglier se relève, mais Usagi le terrasse rapidement, détruisant plusieurs arbres au passage. Reconnaissant pour cette tête précieuse, Yuya demande à Usagi de lui montrer son coup de pied. Usagi, le coup de pied divin, explique à Yuya que les divins ont pour mission de protéger le monde des créatures appelées les villes, des manifestations des forces négatives. Bien que Yuya hésite à devenir un divin, Usagi lui assure que la lutte contre les villes est inévitable et qu'ils ont besoin de tous les alliés possibles. Yuya, désireux de protéger Night et Akatsuki, accepte de poursuivre l'entraînement. Usagi, impressionné par la barrière autour de la maison de Yuya, lui demande en retour de lui enseigner un peu de magie. Ils conviennent d'échanger leurs connaissances et de continuer leur entraînement en duo. Le lendemain, Yuya court à travers la forêt poursuivi par un gigantesque sanglier royal de méthyle. Usagi, le lapin qui parle, lui dit que c'est une excellente occasion de s'exercer. Yuya peine au début, mais à force de coups de pied puissants et de son fouet, il finit par terrasser la bête. Plein de fierté, Yuya examine les objets lâchés par le sanglier, tous de rang SS. Usagi lui explique alors qu'il existe des monstres encore bien plus puissants, avec des rangs comme triple S et X, et que les créatures les plus redoutables, les Vils, sont carrément de niveau légendaire. Soudain, Yuya reçoit une notification, il est en pleine évolution. Son corps se met à briller et bien qu'il ne semble pas radicalement différent, il acquiert plusieurs nouvelles capacités. Le lendemain à l'école, Yuya participe à un match de tennis de table. La directrice de l'agence de mannequins qui le suit lui intime de faire le show. L'adversaire de Yuya est le champion national, surnommé le Sniper pour ses services d'une précision redoutable. Le champion sert avec une vitesse et une puissance que Yuya manque de peu, mais après avoir repensé à sa confrontation avec le sanglier, Yuya retourne facilement le service suivant, brisant la table au passage. Réalisant que sa force est peut-être un peu trop démesurée, Yuya décide d'abandonner le match pour ne blesser personne, ce qui frustre énormément les photographes, qui râlent de n'avoir pu capturer ses mouvements. Après le match de tennis de table, Kib entraîne Yuya au volleyball car un de leurs joueurs s'est blessé. La directrice de l'agence de mannequins suit, avide de clichés. Le match commence et le service de Yuya est si puissant qu'il fait éclater le ballon et démolit le filet. L'équipe adverse abandonne sur le champ et une fois de plus, les photographes ont raté le cliché, trop distrait. Après le match, Kib dit à Yuya de ne pas s'en faire. Une victoire reste une victoire après tout. Soudain, un cri retentit. Il s'avère que le partenaire de tennis de Kaori s'est blessé, alors Yuya intervient pour jouer avec elle. Au moment où Kaori sert, sa raquette lui échappe des mains, manquant de peu de frapper Yuya. Il comprend que son partenaire s'est blessé à cause de ses services un peu trop fantaisistes. Yuya décide de prendre les rênes du match, gérant tous les coups et menant leur équipe à la victoire. Kaori tente d'aider mais finit par relancer sa raquette et manque de tomber. Yuya la rattrape juste à temps et cette fois, les photographes réussissent enfin à capturer un superbe cliché de l'instant. À la fin de la journée, Kaori rentre chez elle avec Yuya, le remerciant chaleureusement pour son aide. Elle lui propose de lui offrir un repas mais Yuya répond qu'il est simplement heureux d'être à ses côtés, sans besoin de récompense. En guise de réponse, Kaori lui dépose un rapide baiser sur la joue, laissant Yuya surpris et rougissant. Pendant ce temps, de retour dans l'autre monde, Usagi affronte l'un des Vils. La créature est choquée de voir Usagi utiliser la magie, chose plutôt inhabituelle pour son espèce. Usagi remercie Yuya de lui avoir enseigné la magie, mais le Vil décide que Yuya pourrait être une menace bien plus grande et part plutôt à sa recherche. De retour dans le monde réel, la directrice de l'agence de mannequins examine les photos de Yuya, absolument ravie du résultat. Elle est convaincue que le magazine se vendra comme des petits pains, mais s'inquiète que d'autres agences ne tentent de recruter Yuya une fois qu'elles auront vu ses clichés. Cependant, elle a un plan bien ficelé pour s'assurer que Yuya reste avec eux. Plus tard, chez Yuya, lui et Kaori étudient ensemble. Yuya remercie Kaori de l'avoir aidé avec ses devoirs de maths et elle lui répond que ce n'est pas un souci, puisqu'il l'aide avec l'anglais. Yuya se dit que c'est grâce à ses compétences linguistiques que l'anglais est devenu si facile pour lui. Dans un flashback, nous voyons Yuya et Kaori rentrer chez eux, discutant de leurs examens à venir. Yuya avoue être nerveux quant à ses résultats, ce qui surprend Kaori qui pensait qu'il n'y avait rien que Yuya ne puisse gérer. C'est là qu'elle a suggéré qu'ils étudient ensemble. Quand Kaori rencontre Akatsuki pour la première fois, elle trouve les deux animaux de compagnie de Yuya absolument adorables. Plus tard, pendant qu'ils étudient, Kaori demande à utiliser la salle de bain. Mais alors qu'elle s'éloigne, Yuya s'inquiète qu'elle ne se perde dans l'immense maison. Au lieu de cela, Kaori se retrouve devant la mystérieuse porte menant à l'autre monde.
Yuya la suit aussitôt et Kaori lui confie s'être sentie irrésistiblement attirée par cette porte. Nerveusement, Yuya lui explique qu'elle mène à un autre monde et lui demande d'y passer la main. Quand elle s'exécute, sa main est stoppée par une barrière invisible. Yuya explique que seules les personnes qui l'autorisent peuvent passer. Curieuse, Kaori l'interroge sur cet autre monde. Yuya lui explique alors que c'est un endroit rempli de monstres et de magie. Il lui montre même certaines de ses capacités magiques, ce qui émerveille Kaori. Yuya lui confie que tout ce qu'il a appris dans l'autre monde l'a aidé à gérer les brutes à l'école et à sauver des gens lors de l'incendie au magasin. Kaori a du mal à le croire, mais est folle de joie quand Yuya lui propose de lui faire visiter cet autre monde. Lui tenant la main, Yuya la guide à travers la porte et Kaori est stupéfaite de se retrouver dans un endroit totalement différent. Yuya explique que Night et Akatsuki viennent tous deux de ce monde. Il lui dit que Night est un Fenrir, une sorte de grand loup, et Akatsuki une créature magique, bien qu'Akatsuki s'agace quand Yuya le compare à un cochon. L'écran de statut de Kaori apparaît soudainement et Yuya explique que dans ce monde, les capacités de chacun sont affichées sous forme de statistiques. Il est surpris de voir que les stats de départ de Kaori sont bien plus élevées que les siennes à son arrivée. Il se souvient que toutes ses stats étaient au plus bas à ses débuts et il avoue à Kaori que sa transformation et ses nouvelles capacités lui donnent l'impression d'avoir triché. Il craint que les gens ne l'apprécient désormais que pour son apparence et ses pouvoirs. Kaori change de sujet, demandant à voir davantage de ce monde. Yuya lui dit que c'est dangereux en dehors de la barrière autour de sa maison, mais promet de lui en montrer plus une autre fois. Elle lui fait une promesse d'auriculaire et Yuya lui demande de garder tout cela secret, lui donnant l'impression qu'il partage quelque chose de vraiment spécial. Kaori se sent encore plus proche de Yuya après cela. Quand Lexia rentre au palais, le roi remarque l'absence de Yuya et demande pourquoi. Owen explique que leurs plans ont changé et le roi soupçonne aussitôt que Luna est impliquée dans cette affaire. Luna n'hésite pas et admet avoir tenté d'assassiner Lexia. Furieux, le roi saisit son épée et fonce sur Luna pour la tuer. Mais il s'arrête net en réalisant qu'elle avait l'habileté de bloquer son attaque en lui tenant le bras, prouvant qu'elle savait comment contrer son épée spéciale. Lexia intervient, furieuse contre son père, et lui dit que c'était son choix de faire de Luna sa garde personnelle. Elle ajoute même qu'elle le haïra s'il lui fait le moindre mal. Choqué par les paroles de sa fille, le roi accepte à contre-cœur que Luna intègre la garde de Lexia. Une fois les esprits calmés, le roi demande à Owen de lui en dire plus sur Luna. Owen explique que Luna était une assassine de premier ordre surnommée la chasseuse de tête, œuvrant pour une guilde obscure. Le roi commence alors à s'inquiéter de la place de Yuya dans toute cette histoire. Owen raconte ensuite au roi comment Yuya a capturé Luna et les a conduites, elle et Lexia, chez lui. En apprenant que Lexia a passé la nuit chez un homme, le roi entre dans une rage folle, imaginant le pire du pire. Owen tente de l'assurer que rien ne s'est passé, mais le roi n'est absolument pas convaincu. Pendant ce temps, dans une pièce secrète, l'homme masqué qui a tenté de tuer Lexia se révèle être Raiger, le fils aîné du roi. Son serviteur rapporte qu'un noble a engagé Luna pour assassiner Lexia, mais elle a échoué car Yuya s'est mêlé de l'affaire et a même fini par devenir le garde de Lexia. Le serviteur mentionne également que Yuya a été invité au palais, ce qui donne une idée à Raiger. Il lui remet un appareil magique qui annule toute magie dans son rayon d'action, prévoyant de l'utiliser pour affaiblir les gardes du roi. Si le plan échoue, ils pourront toujours rejeter la faute sur Yuya quand il se présentera au palais. De retour dans la forêt, Yuya obtient un jour de congé supplémentaire après la compétition de l'académie et décide donc de visiter la capitale. En chemin, il combat un monstre mouton qui lâche des objets rares, dont une parure de lit magique promettant le meilleur sommeil qui soit. Quand Yuya atteint une ville voisine, il est surpris de découvrir que ce monde est peuplé de gens-chats. Il se rend à la guilde pour échanger quelques objets, n'ayant pas un sou dans ce monde. Le maître de guilde trouve le nom de Yuya, plutôt inhabituel, et lui demande d'où il vient. Yuya répond qu'il est d'une petite île, et le maître suppose qu'il doit être un noble vu son allure, mais Yuya insiste. Il n'est qu'un gars tout à fait ordinaire. Le maître de guilde est stupéfait quand Yuya sort une botte de poivrons grâce à sa compétence de boîte d'objets. Le maître les examine et déclare qu'ils sont de la plus haute qualité qu'il ait jamais vus, même si Yuya, lui, pensait que c'était de simples poivrons. Le maître propose de les acheter pour 100 pièces d'or, ce qui déroute Yuya, qui ignore totalement la valeur de cette monnaie. Le maître explique qu'une famille moyenne peut vivre confortablement avec seulement 5 pièces d'or par an, donc 100 pièces d'or. C'est une véritable fortune. Le maître donne également à Yuya une carte de guilde pour son identification et lui indique comment se rendre à la capitale. Quand Yuya arrive à la capitale, il est stupéfait par la foule. Akatsuki lui montre le palais et Yuya commence à se sentir nerveux, craignant de ne pas du tout s'intégrer. Il se dirige vers le palais et est accueilli par Owen qui lui annonce qu'ils vont rencontrer le roi sans tarder. Yuya panique, se sentant totalement impréparé, mais Owen le rassure. Ce n'est qu'une rencontre informelle. À l'intérieur de la salle du trône, Lexia et Luna attendent. Yuya s'incline devant le roi qui aborde aussitôt la proposition de Lexia et pique une colère pensant que Yuya a dû abuser de sa fille. Owen tente de le calmer mais le roi est toujours furieux car Yuya n'a apporté aucun cadeau pour Lexia. Paniqué, Yuya offre rapidement la parure de lit qu'il a obtenue du monstre mouton. Lexia est ravie du cadeau mais le roi est furieux.
pensant que Yuya tente de courtiser sa fille juste sous son nez. Owen explique que Yuya ignore leurs coutumes, mais Yuya reste perplexe. Lexia lui révèle alors qu'offrir de la literie en cadeau signifie que l'on souhaite épouser la personne et partager son lit. Réalisant l'énorme gaffe, Yuya tente de s'excuser, mais le roi est déjà prêt à l'attaquer. Juste à ce moment-là, un groupe d'assassins fait irruption dans la pièce. Le roi ordonne à ses gardes de riposter, mais l'un des assassins active une barrière magique, annulant toute magie présente dans la salle. Les assassins se précipitent, mais Yuya, avec Knight à ses côtés, les met rapidement hors d'état de nuire. Lexia s'accroche à Yuya, le couvrant de louanges pour les avoir sauvés, tandis que Luna, jalouse, tente de la tirer à l'écart. Le roi, lui, se contente de fusiller Yuya du regard, toujours pas entièrement satisfait de la tournure des événements. Après le combat, Owen découvre un étrange emblème sur l'un des assaillants tombés et réalise que le prince Rager, le fils aîné du roi, est derrière cette attaque. La nouvelle se répand vite et le roi s'enferme dans sa chambre, très inquiet de ce qui s'est passé. Yuya ne sait pas quoi faire, mais Owen lui demande de l'aider à assurer la sécurité de Lexia. Yuya décide de retrouver Lexia, se sentant un peu nerveux à l'idée. Au moment où il s'apprête à frapper à sa porte, Lexia en sort, le surprenant. Lexia suggère que puisque c'est la première fois de Yuya dans la capitale, il devrait explorer la ville. Luna, toujours prudente, lui rappelle que cela pourrait être dangereux, mais Lexia rétorque que si son frère envoie d'autres assaillants, cela révélerait sa cachette. Luna est d'accord, mais sait que Lexia veut juste prendre l'air. Luna propose de faire visiter Yuya elle-même, mais Lexia refuse catégoriquement, ne voulant pas laisser Yuya seule avec Luna. Owen tente d'intervenir, offrant de guider Yuya pendant que les filles restent en sécurité au château, mais Lexia et Luna rejettent toutes deux son idée. Au final, les deux filles insistent pour accompagner Yuya, Owen suivant à bonne distance. Lexia veut emmener Yuya voir des bijoux, mais Luna a d'autres idées, ce qui déclenche une petite dispute amusante entre elles. Leurs chamailleries attirent de l'attention des passants, qui commencent à se demander si Yuya est un noble, vu qu'il est accompagné de deux si jolies jeunes femmes. Alors qu'il se promène, Yuya s'intéresse à la guilde des aventuriers. Il mentionne avoir rejoint la guilde des marchands en route vers la capitale, et Luna lui suggère de s'inscrire aussi à la guilde des aventuriers. Elle souligne que puisque Yuya aime la chasse, rejoindre la guilde lui faciliterait grandement l'échange de parties de monstres et le gain d'argent. Luna décide de s'inscrire aussi, espérant partir en quête avec Yuya. Lexia n'apprécie pas l'idée, mais Luna suggère que Lexia pourrait les rejoindre également. Lexia se plaint, mais Luna lui dit de ne pas s'en faire, car Yuya sera sûrement trop occupé pour faire des quêtes avec elle de toute façon. À la guilde des aventuriers, ils rencontrent une employée nommée Emilia, qui leur remet des formulaires à remplir. En remplissant le sien, Yuya tombe sur une question concernant les types de magie qu'il est capable d'utiliser. Se souvenant que les connaissances magiques de ce monde ne sont pas très avancées, Yuya décide de ne pas mentionner toutes ses capacités comme la téléportation. Il se contente d'écrire « magie du vent, du feu et de l'eau ». L'étape suivante consiste à mesurer leur pouvoir magique avec une boule de cristal. Yuya se demande pourquoi il ne vérifie pas simplement la fenêtre de statut, mais Emilia explique que la plupart des aventuriers gardent leurs stats privés, donc la boule de cristal aide à vérifier leur puissance. Luna passe en premier et la boule s'illumine d'un jaune éclatant, révélant son pouvoir magique. Elle avoue ne pas être très douée en magie. Quand vient le tour de Yuya, la boule de cristal éclate sous son énergie écrasante. Emilia pense à une erreur et réessaie, mais la boule se brise de nouveau. Yuya s'excuse et demande s'il doit payer les dégâts, mais Emilia lui assure que ce n'est rien. En examinant leur formulaire, elle est choquée de voir que Yuya peut utiliser 3 types de magie, une chose si rare qu'on n'en entend parler que dans les contes de Feza. Lexia est impressionnée et Yuya est juste soulagée de n'avoir pas listé toutes ses capacités magiques. Après avoir traité leur formulaire, Emilia leur remet leur nouvelle carte de guilde et explique qu'ils commenceront au rang F. Yuya demande s'ils doivent accomplir les quêtes rapidement, mais Emilia répond qu'ils peuvent y aller à leur propre rythme. Elle les avertit d'être prudents lors de la cueillette d'objets, afin de ne pas nuire à l'environnement en surcueillant les plantes. Alors qu'ils regardent le tableau des quêtes, tentant de décider quoi faire en premier, une femme nommée Grina s'approche de Yuya. Elle l'a vu briser la boule de cristal et veut faire équipe avec lui. Mais Lexia et Luna la tirent rapidement à l'écart, affirmant qu'elle a un peu trop bu. Alors que Grina s'éloigne, elle dit qu'elle espère revoir Yuya. Lexia commence à reconsidérer sa décision de rejoindre la guilde, pensant qu'elle doit protéger Yuya des autres femmes comme Grina. Mais Luna lui rappelle qu'Owen a déjà bien du mal à la tenir à l'écart des ennuis. Yuya et ses amis partent pour leur première mission, la collecte d'herbes. Yuya est surpris que sa compétence non seulement identifie les plantes, mais lui donne aussi des instructions précises sur la manière de les cueillir correctement. Luna a un peu de mal à ne pas abîmer les racines, tandis que Lexia est juste ravie de s'éloigner du palais. Lexia défie Luna. Qui collectera les herbes les plus précieuses ? La gagnante aura le droit de passer une journée entière avec Yuya. Owen leur rappelle de ne pas cueillir trop d'herbes, alors ils se dispersent tous pour commencer la récolte. Pendant que Yuya ramasse des herbes, il trouve une plante qui peut restaurer le mana. Akatsuki tente d'aider mais ne trouve qu'une plante vénéneuse, hélas. Quand les filles reviennent, Yuya commence à examiner leur récolte, mais soudain Owen se précipite.
Il annonce qu'ils ont découvert la cachette du premier prince, Riger, et demande à Yuya de venir les aider. Lexia et Luna retournent au château, tandis que Yuya et Owen se dirigent vers l'endroit indiqué. Ils arrivent devant une vieille maison délabrée et tout semble étrangement calme. Owen pense que le prince a peut-être déjà été capturé par les soldats arrivés avant eux. Mais en entrant, l'un des soldats est frappé par un couteau. Il trouve le prince tenant un garde en otage, mais Yuya envoie Knight qui sauve rapidement le garde. Les hommes d'Owen encerclent le prince, lui intimant de se rendre, mais Riger refuse et commence à brandir son épée frénétiquement. En désespoir de cause, Riger menace de mettre fin à ses jours, se disant bon à rien. Owen ne sait pas quoi faire, mais Yuya intervient et l'arrête. Riger tente d'attaquer Yuya, mais ce dernier le met rapidement au tapis. Alors qu'il s'apprête à emmener Riger, une énorme explosion retentit et la maison est pulvérisée. Riger est soulagé en voyant une mystérieuse jeune femme, mais elle observe les lieux et comprend qu'il a échoué. Elle lui dit froidement qu'il n'est plus d'aucune utilité. Riger, sous le choc, réalise qu'elle n'a jamais eu l'intention de l'aider à devenir roi. Au lieu de ça, elle voulait juste l'utiliser pour déclencher des guerres et semer le chaos. Le cœur brisé, Riger comprend qu'il a été dupé. La jeune femme s'apprête à le tuer, mais Owen tente de l'arrêter et reçoit une flèche. Yuya cherche d'où vient le tir, mais la fille tire d'autres flèches, rendant tout mouvement impossible. Elle semble savoir exactement ce qu'ils vont faire et s'apprête à les achever quand Yuya utilise sa magie pour repousser les flèches. Owen remercie Yuya de les avoir sauvés et la jeune femme réalise que Yuya est celui qu'elle cherchait. Elle veut le combattre mais décide de partir, disant qu'elle est trop fatiguée pour se battre maintenant. Riger est ramené au palais et présenté au roi. Les gardes lui retirent de son masque et sa cape, révélant un corps couvert de cicatrices. Lexia a du mal à le regarder et on découvre qu'elle a accidentellement causé ses blessures en perdant le contrôle de sa magie. Après ça, Riger est devenu fou et a commencé à se mutiler pour faire face à la douleur. Il reproche au roi de ne pas l'avoir aidé et de l'avoir gardé caché, le traitant comme s'il n'existait pas. Riger, maintenant guéri mais toujours sous le coup d'une punition, supplie que ses souffrances cessent et demande à être tué. Yuya l'interrompt, disant qu'il pourrait peut-être aider et sort une potion de guérison. Riger tente de résister mais la potion guérit complètement toutes ses cicatrices. Tout le monde est choqué en voyant Riger se regarder dans le miroir, stupéfait d'être guéri. Yuya explique que la potion est faite à partir d'une herbe très spéciale qu'il cultive dans son jardin. Riger se met à rire, pensant que même guéri, il doit toujours faire face à sa punition. Lexia demande quels crimes il a commis, et le roi répond que Riger a tenté de le tuer. Lexia décide de pardonner Riger, disant que puisque le crime était contre elle, elle peut l'absoudre. Le roi accepte et Riger échappe à sa punition. Ensuite, le roi souhaite récompenser Yuya. Lexia suggère de l'épouser et Luna propose aussi de l'épouser. Au lieu de ça, le roi donne à Yuya le titre de seigneur chevalier et lui octroie des terres et un manoir. Yuya va se coucher et s'endort vite, mais il fait un mauvais rêve où il affronte la mystérieuse jeune femme et perd. Le lendemain à l'école, il se sent mal à l'aise et distrait. Ses amis l'invitent à traîner après les cours, mais il refuse et rentre vite chez lui, pensant toujours à la jeune femme. Déterminé à être prêt s'ils se rencontrent à nouveau, il retourne dans l'autre monde et s'entraîne dur. Pendant qu'ils s'entraînent, Knight sent soudain quelque chose et ils sont attaqués. La mystérieuse jeune femme apparaît et Yuya ne comprend pas pourquoi elle s'en prend à lui. Elle explique qu'elle veut se venger et le voit comme quelqu'un qui pourrait gâcher ses plans. Au même moment, Kaori décide de rendre visite à Yuya chez lui pour étudier. Elle trouve la porte ouverte et, ne le trouvant pas à l'intérieur, franchit le seuil vers l'autre monde, cherchant Yuya du regard. Soudain, elle entend des explosions proches. La jeune femme tire des flèches sur Yuya, mais il charge avec Knight à ses côtés, réussissant à la toucher. La fille est surprise par la force de Yuya et décide qu'elle doit l'éliminer avant qu'il ne devienne encore plus puissant. Elle tire d'autres flèches et Yuya aperçoit Kaori tout près. Inquiet, il tente de la protéger, ce qui provoque une grosse explosion. La jeune femme s'apprête à l'achever avec son attaque la plus puissante, mais Usagi apparaît juste à temps pour la bloquer. Usagi s'excuse d'être en retard, disant qu'il recueillait des informations. Il révèle à Yuya que la jeune femme s'appelle Yuti et qu'elle est l'élève d'un puissant archer. Yuti admet que son maître a été tué et qu'elle veut maintenant se venger. Yuti dit qu'Usagi arrive toujours trop tard, contrairement à son maître, qui protégeait les humains jusqu'à ce qu'ils le trahissent. Usagi rétorque qu'en tant que divin, leur rôle est de combattre le mal et utiliser leur pouvoir pour détruire le monde va à l'encontre de leur devoir. Mais Yuti répond qu'elle n'a appris que les compétences de son maître et n'a pas pris le titre de divine, donc elle n'est pas liée par leurs règles. Le combat continue et Yuya copie un mouvement qu'Usagi a utilisé plus tôt, créant une ouverture pour qu'Usagi porte un coup puissant à Yuti. Mais Yuti refuse d'abandonner, puisant dans le pouvoir de la fiole. Elle pousse un cri qui manque de faire tomber Yuya et charge Usagi. Ils échangent des coups et la situation tourne mal pour Usagi jusqu'à ce qu'Akatsuki intervienne, utilisant sa compétence terre sacrée pour affaiblir le pouvoir de Yuti.
Cela donne à Yuya une chance de l'assommer. Usagi explique qu'en plus des divins, il existe aussi des bêtes sacrées qui combattent le mal, et il semble qu'Akatsuki en soit une. Il dit que Yuti ne devrait plus pouvoir utiliser ses pouvoirs maléfiques et la laisse à Yuya. Juste à ce moment, Kaori se précipite, mais un monstre apparaît derrière elle. Yuya le bat rapidement d'un seul coup et Kaori est choquée. Yuya explique que c'est ça, sa vie dans l'autre monde. Il lui demande si elle a peur de lui maintenant qu'elle l'a vu se battre et avoue qu'il a monté de niveau dans ce monde, se sentant un peu comme un tricheur. Mais Kaori le rassure, disant qu'il est toujours la même personne qu'il a sauvée auparavant et qu'elle l'apprécie depuis ce jour. Et c'est ici que cette vidéo se termine. On se retrouve dans la prochaine. À très vite.